Auparavant, entre 100 et 250, le thème était la spécialisation et nous avions tout catégorisé. Nous avons spécialisé les rôles et les équipes. Désormais, nous avons dépassé les 250, allant de 250 à 500. Le thème ici, c'est capitaliser. Et donc, à ce niveau, l'effectif, comme je l'ai dit, votre rôle est désormais celui de président. D'accord. Votre structure compte 5 niveaux sous vous. Idéalement, visez un minimum de niveaux, même si c'est parfois inévitable à ce stade. Ces responsables de division gèrent toute une gamme de produits et génèrent ainsi des ventes et du chiffre d'affaires. Ces sources de revenus rapportent en quelque sorte à un PDG qui vous en réfère ou alors ils vous rendent directement compte. Cela dépend simplement de la façon dont l'entreprise est structurée. Nombre d'entreprises ici, 300 000, soit 0,1%, c'est vraiment très peu, une sur beaucoup. Et donc à ce niveau, commençons par le produit. Quelles sont les contraintes? Ce sont vos biens et services. La contrainte est que modifier des produits à succès, vos vaches à lait, nuit en fait à leur performance actuelle, mais il vous faut des nouveautés pour croître. Alors, que faites-vous? Pour passer ce niveau, vous envisagez d'acheter ou de créer. Acheter se fait via fusion-acquisition et construire par la R&D. Vous visez alors le prochain succès à ajouter à votre gamme. Donc, vous pensez automatiquement à 1 an ou plus dans le futur. À ce stade, votre entreprise a cette taille. Avec un bon produit que les gens aiment et rachètent, si vous tentez de le modifier, vos clients fidèles depuis des années vous diront « Ne touchez à rien, on l'aime comme ça, laissez-le tranquille ». Et donc, le fait d'y toucher davantage finit parfois, souvent même, par nuire au produit principal. C'est donc un quadrant très célèbre qui provient du cabinet Boston Consulting Group. En gros, il existe 4 cycles de vie de produits. D'accord. Et donc, vous avez vos stars, ce sont les étoiles montantes. Il s'agit donc de la croissance du marché et de la part de marché que vous détenez. Si vous êtes sur un marché en croissance et que votre part augmente, c'est une star. Souvent, le produit que vous avez à ce stade est une vache à lait. C'est ce truc qui génère de l'argent. Ça rapporte de l'argent chaque mois. Vous avez une grosse part de marché, mais il ne croît plus. On est clairement le leader du marché. On est le leader du secteur. Évidemment, cela dépend du marché que vous visez. Vous avez les points d'interrogation, c'est-à-dire que ce sont des paris. Et puis ici, vous avez les chiens, n'est-ce pas? C'est un faible pourcentage de part de marché sur quelque chose qui ne croît pas. C'est sans doute simplement une fausse bonne idée. Plutôt que de s'acharner à transformer cette vache en étoile montante, nous devons maintenant parier sur ce que seront les 5 prochaines années à venir. Il faut soit acheter, soit construire une star. Donc maintenant, vous fonctionnez un peu comme un investisseur et donc vous regardez les tendances du marché. Ça peut sembler fou, mais vous vous demandez où en sera le marché dans les prochaines années? Quelles sont les tendances, les taux d'adoption des nouvelles technologies ou sur quoi parier pour être prêt quand la demande va exploser? N'est-ce pas? Quelle ligne de service les gens demandent-ils aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils vont demander demain? Quelle région ou quel pays est sous-desservi? C'est un point dont on parle peu. Même si tu as déjà réussi aux États-Unis ou au Royaume-Uni, le Mexique et l'Amérique latine sont des marchés vraiment intéressants que tu pourrais explorer. Comme pour une société de notre portefeuille, nous avons analysé les tendances de ce secteur. Nous avons remarqué que l'IA éliminait de nombreux petits acteurs. Nous avons donc décidé, il y a environ 16 mois, que notre prochain grand produit serait basé sur une technologie pilotée par l'IA. Ce produit est lancé en ce moment même et il rencontre un succès incroyable. Il y a 2 ans, certains auraient dit « vraiment », mais on voit les tendances et ce qui arrive. Alors, on construit quelque chose et 1 an plus tard, le prochain produit est là. L'essentiel est d'optimiser pour le rendement ajusté au risque. C'est la même formule Reese déjà évoquée. Par exemple, quelle est la portée de ce marché potentiel? Quel est l'impact que la solution que nous visons va avoir? À quel point sommes-nous confiants d'atteindre ce résultat? Et combien cela coûte-t-il de faire ce pari? Temps, argent, ressources, etc. Vous vous demandez alors, bon, est-ce que j'achète ou est-ce que je construis? C'est une question classique d'études de cas en business. Et il y a des histoires d'horreur des deux côtés. On trouve aussi de superbes licornes partout. Pour décider d'acheter, demandez-vous, est-ce stratégique ou juste un bon placement financier? Peut-on le vendre en cross-sell à nos clients? Peut-on réaliser des économies en intégrant cette société? Dans la même industrie, notre groupe deviendra-t-il une entreprise plateforme? Waste Management est une entreprise plateforme célèbre. Elle a simplement racheté de nombreux itinéraires de collecte pour devenir le leader du secteur aux États-Unis.
Créer un tel réseau soi-même est bien plus long et coûteux que de l'intégrer. Donc, d'accord, y a-t-il un aspect de rapidité? Par exemple, est-ce qu'il va bientôt y avoir une course? Avoir 1 ou 2 ans d'avance, est-ce vraiment déterminant? Sur un marché différent, à trajectoire longue ou stable comme celui des déchets, les percées technologiques sont généralement rares. Et donc, il s'est dit maintenant, il a instauré un système d'expansion rapide via des acquisitions, ce qui a réussi, mais vous préférerez peut-être aussi l'acquisition si la rapidité est vraiment cruciale et si ce n'est pas au cœur de l'activité, alors cela pourrait être un domaine où les acquisitions sont pertinentes. Cela a plus de sens si c'est vraiment central pour l'avenir de votre entreprise. Il pourrait être préférable de le développer en interne et donc construire en interne tend à donner de meilleurs résultats à long terme. C'est juste que s'il y a des dynamiques de marché qui exigent de la rapidité, c'est là que cette autre variable entre en jeu. Ou s'il existe des relations ou des accords réglementaires, comme des licences, qui prennent des années à obtenir. On l'achète parfois pour ses actifs ou sa propriété intellectuelle, à revendre ensuite à sa base client. À ce stade, quand vous cherchez à acheter quelque chose, il faut le considérer comme une entreprise devenant un produit pour la vôtre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme vu dans les niveaux précédents, chaque élément de ce produit ne vous sera pas forcément utile. Alors, qu'est-ce que vous achetez? Achetez-vous la base de clients? Achetez-vous l'équipe? Achetez-vous le produit? Est-ce que vous achetez le potentiel ou bien la liste? C'est là que tout s'éclaire. Il est essentiel de savoir pourquoi vous achetez et quelle partie de l'entreprise vous convoitez le plus. J'ai une petite anecdote amusante à ce sujet. Un de mes amis rachète des cabinets de gestion de patrimoine. Il reprend le portefeuille client de ceux partant à la retraite dans ce milieu. En fait, l'acquisition d'un client en gestion de patrimoine coûte environ 10 000 $. J'invente simplement ce chiffre. S'il peut obtenir 500 clients pour 10 000 $, c'est littéralement moins cher d'acquérir tous les clients d'un coup plutôt que d'essayer de les acquérir un par un via le marketing, les événements, les conférences, les interventions et tout ce genre de choses au fil du temps. Parfois, rapporter cela au CAC multiplié par la base client fait encore plus de sens, surtout avec une forte capacité de vente croisée intégrée à votre parcours. Le plus simple est de voir s'il y a déjà un chevauchement. Plein d'études de cas montrent des gens se disant « on va pouvoir faire des ventes croisées », mais sans aucun résultat. Le meilleur indicateur pour ce type d'accord est le partage de clients existants. Il suffit de formaliser cela et de le simplifier. Et j'ajouterai ceci. Si vous voulez, disons que vous vous lancez sur un nouveau canal marketing. On veut aller sur TikTok, disons, pour prendre un exemple. Pour une entreprise de cette taille, vous pourriez créer une équipe, c'est possible. Mais il est souvent plus logique d'externaliser vers un spécialiste. S'il peut gérer 10 clients, je suis pour lui un client majeur. On pourrait donc simplement prendre 100% de tes ressources et nous les consacrer. Et cela pourrait avoir beaucoup de sens. Il y a donc différentes raisons d'acquérir des entreprises pour se développer. Ce ne sont que des pistes. Si vous construisez quelque chose, j'ai analysé cette vidéo et créé ce dossier. C'est une décision à 1 million de $. Voici au moins des cadres de réflexion à considérer. Donc, si vous construisez, qui l'a déjà fait? Parfois, on peut chasser les équipes ou voir le numéro 2 de votre concurrent et se demander quelles sont toutes les personnes qu'il connaît. Je vais les embaucher. J'offrirai de grosses primes à la signature car c'est bien moins cher que d'acheter une boîte. Car maintenant, il s'agit de quel rendement relatif viser. Cet argent peut servir à acheter ou je peux offrir de grosses primes pour débaucher des équipes. D'ailleurs, ils sont déjà rodés. Comprenons-nous bien le secteur? Si ce n'est pas le cas, alors oui, il se peut vraiment qu'on veuille faire venir des experts. Est-ce que le délai pour monter en puissance en vaut la peine? D'où la notion de rapidité. L'avantage, c'est la culture commune. Les inconvénients sont la vitesse, le coût et le risque par rapport à un rachat. C'est notre réflexion ici. Avec cette vache à lait, il faut parier, soit on achète cette solution, soit on la construit nous-mêmes. Je ne veux plus bricoler ce produit principal. Peut-être juste quelques petites corrections habituelles, mais on ne va pas faire de changement radical à ce stade. Techniquement, il faudra probablement créer un tout nouveau produit ou service. Et donc, cela nous amène ensuite au marketing à ce niveau. Comment parler de vos produits avec 250 à 500 employés? L'attribution des leads par canal devient difficile car vous marketez partout. Vos multiples canaux d'acquisition et les enjeux de plateforme et de conformité vous mènent désormais vers une publicité axée sur la marque. Avec une approche omnicanal, avec un ROAS global sur tous les produits. Et en plus de cela, vous mettez en place un processus de conformité. Très bien. Et donc, voici à quoi cela ressemble.
Pour le processus de conformité, sans doute le plus ennuyeux au monde, soyons clairs, toute publicité comporte des risques. Et j'en parlais justement à l'un de nos fondateurs l'autre jour. Ils ont parlé à un avocat, et si vous voulez vraiment avoir peur, un avocat peut vous citer tous vos risques d'exposition. Il disait, mec, ça va être trop difficile de faire tout ça. Je leur ai dit, écoutez, le risque numéro 1, c'est qu'on fasse faillite. C'est ça le risque numéro 1. Ensuite viennent tous ces autres risques. C'est ça, il faut toujours gérer le risque. C'est la priorité. Maintenant, peut-on s'assurer de rester en activité? Si votre gestion met l'entreprise en péril, c'est le risque majeur. Mais pour la plupart, sans vente, vous ne resterez pas en activité. C'est ça, la pub est dérisquée, mais sans elle, pas de business. Voici donc nos règles clés. Je l'ai dit dans tous mes contenus marketing, énonce les faits et dis la vérité. Tant que tu dis la vérité et que tu rembourses les gens quand ils le demandent, en général, tout ira bien pour toi. D'accord. Tu étayes tes affirmations, crée ta liste de conformité. Le point clé est que parfois, il faut embaucher quelqu'un à temps plein juste pour la conformité. Elle vérifie tous les supports publicitaires qui sortent. Elle regarde les emails, elle vérifie le contenu, les pubs et les scripts pour éviter toute promesse non tenue. Tu deviens juste une cible, c'est tout. Tu as de l'argent maintenant, tu es une grande entreprise. Les gens te poursuivent pour l'argent facile. Enfin, distingue les risques de plateformes et réglementaires. Il y a donc certaines plateformes qui auront des règles pouvant être plus strictes que celles du pays, de la ville ou de l'État dans lequel tu te trouves. Donc, il faut bien s'assurer de comprendre. Est-ce que le risque, c'est qu'on se fasse fermer notre compte ou qu'on aille en prison? Il s'agit donc de comprendre la différence. Où risque-t-on une amende? C'est vraiment ennuyeux, mais c'est une de ces choses qu'il faut faire à un moment donné. Et c'est nul en tant que marketeur. On a juste l'impression que c'est le pire, mais de mon côté, Je vous recommanderais d'avoir, vous savez, un conseiller juridique. Passez tout en revue, faites un audit de tout ce que vous avez, puis créez une liste que votre équipe pourra utiliser. C'est en gros avant que n'importe quel élément marketing soit diffusé. Ils doivent cocher chaque case de cette liste pour respecter la conformité marketing. C'est la meilleure méthode utilisée. En gros, ils doivent remettre cette liste à leurs responsables afin de pouvoir diffuser l'élément marketing et prouver qu'il a passé le test de conformité. cette culture finit par imposer des règles du jeu. Avec le temps, cela devient une norme tacite pour la publicité conforme. Parlons maintenant de l'image de marque. Je partage cette histoire car c'est le meilleur exemple de branding que je connaisse. À ce moment-là, New Balance connaît une grande résurgence. Et cela après 15 années consécutives de déclin. Après 15 années de baisse des ventes, le nouveau directeur marketing a obtenu carte blanche du PDG. Il a alors basculé d'une stratégie 70-30 de réponse directe à une priorité sur la marque. Le haut de l'entonnoir, la notoriété de la marque, les associations, les collaborations et les endorsements. Seuls 30% étaient dédiés au bas de l'entonnoir ou aux offres directes, type vente et ROI. Résultat, suite à ce changement, ils ont continué à perdre de l'argent durant 18 mois. En fait, ils ont même perdu encore plus d'argent. Il adorait son nouveau poste. Mais au 19e mois, ils ont juste explosé. Et après ça, c'est parti comme une fusée et c'est remonté aussitôt. Et maintenant, New Balance connaît ce grand renouveau en ce moment. Donc, il y a quelques grandes leçons que j'en tire et dont je pense que les entreprises de cette taille pourraient bénéficier. La première chose, c'est qu'il faut du temps, environ 18 mois, pour que le branding porte ses fruits. Donc, si vous voulez réinvestir dans la marque, ne vous attendez pas à ce que ce soit réglé en 2 mois. Cela prendra des années au pluriel car New Balance a probablement un gros budget. Ils ont dépensé cet argent durant tout ce temps avant que cela ne porte ses fruits. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce ratio était à 70/30. C'est ce qu'on m'a dit par celui qui a parlé au directeur marketing. C'est si proche du ratio de 4 pour un entre-donné et demandé. Donc, ce ratio est très bien étudié. Sur 4 éléments, 3 sont du contenu, 1 est une publicité. Toutes les 4 minutes de télévision, la 4e minute est une publicité. Ils peuvent regrouper ça en 12 minutes avec 3 minutes de pub. Voilà comment ça fonctionne. C'est la même chose avec YouTube. Si vous regardez votre flux Facebook, 3 publications puis une publicité. 3 publications puis une publicité. Ce ratio entre données et demandées, entre récompenses et contraintes, est le compromis idéal pour une plateforme mature afin d'en tirer un profit financier tout en maintenant sa place sur le marché. Maintenant, si vous voulez croître, ce ratio penche encore plus en faveur du don.
Au début, TikTok est resté sans publicité durant 3 ans pour privilégier uniquement la valeur ajoutée tout au long du processus. Dans votre contenu ou dans les éléments que vous allez choisir de mettre en avant, gardez cette même idée. Quel est le ratio entre la valeur apportée et la demande que nous avons dans l'esprit de nos prospects? Je vois donc ces 18 mois comme le temps où, face aux sollicitations, il a fallu donner pour rétablir l'équilibre, pour qu'ils se disent « ces gens sont sympas, ils sont cool, peu importe quoi ». Donc, si vous allez investir dans le branding à ce stade, vous devez être capable de dire « d'accord, on va dépenser, disons, pour simplifier, 1 million de dollars par mois comme budget publicitaire ». Vous allez dire que 750 000 de ce montant vont être consacrés au contenu, aux cadeaux, à des outils et produits que vous pouvez offrir à votre audience pour presque rien. Ou si vous êtes en vente directe, cela concerne vos partenariats comme le contrat avec LeBron ou les collaborations avec des créateurs et influenceurs. Des éléments auxquels vos clients s'identifient en accord avec votre marque et les valeurs que vous transmettez. Une fois votre image de marque travaillée, il faut alors considérer cela comme un ROAS global. Dès que vous commencez à faire cela, l'équipe marketing avec une bonne marque, le côté réponse directe et le ROAS de l'entreprise optimise le tunnel de vente pour la vente immédiate. Leurs chiffres seront tout simplement absurdes. Mais c'est parce que vous devez prendre en compte l'argent que vous investissez dans le branding. Vous penserez alors, misons plus sur le ROAS. On affiche 20 pour 1, mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est plutôt 4 ou 5, car cela inclut votre investissement branding. C'est pourquoi des PDG peuvent intégrer une grande société cotée et paraître brillants 1 an, car il suffit de doper le chiffre d'affaires. On va arrêter le goodwill et on va vider les réserves de goodwill que nous avons auprès de notre audience. Épuisez leur capital de sympathie pour remplir votre compte. Sans ce goodwill, vous devrez encore donner pendant 18 mois, creuser le puits avant d'avoir soif. Vous en faites plus que prévu avant de demander. C'est ainsi que fonctionne le branding. Distinguez le haut du tunnel pour la notoriété et le bas pour la conversion. Mélangez ces approches. Le haut vise le long terme, le bas le court terme. En cas de doute, visez le long terme. La grande différence entre fondateur et gestionnaire est que le fondateur voit loin. Ils investissent sur 1 an là où les cadres en costume, focalisés sur les dépenses trimestrielles, ne pensent qu'au court terme. Ils passeront à la prochaine entreprise sans s'en soucier, juste pour extraire les profits. Cela nuit à l'image du capital investissement, mais avec l'esprit fondateur et une vision à long terme, il faut persévérer. Donc, si vous faites ces profits excédentaires, investissez-le dans le branding à long terme pour construire quelque chose qui dure. À ce stade, ajoutez autant de canaux que possible selon cette approche. Pour aborder un nouveau canal, commencez toujours par cette approche de marque. Privilégiez le don et la valeur. Cela ouvre la voie par la confiance. Revenez ensuite avec vos offres et votre réponse directe pour rentabiliser cet investissement. C'est un sujet un peu plus, vous savez, avancé en business, mais si vous écoutez ceci, cela vous concerne. C'est que vous devez déterminer le coût d'acquisition d'un client permanent. Je vais donc vous donner un exemple simple. Disons que vous avez un logiciel. Pour faire simple, imaginez que vous vendez un widget à 100 $ par mois, d'accord? Si vous offrez des essais gratuits et qu'un essai sur 3 se transforme en client, vous pouvez regarder au 12e et 24e mois quel pourcentage de ces clients reste encore avec vous à ce stade et qu'après ce point, les gens ne se désabonnent plus. D'accord. Donc, disons qu'un client sur 3 arrive jusqu'à ce point où, en gros, il ne part plus jamais. Côté produit physique, les clients restent fidèles et rachètent du Coca, See's Candies ou Gymshark. Peu importe. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez alors comprendre le coût d'acquisition d'un client permanent. Donc, le coût de 9 essais gratuits correspond à ce qu'il faut pour créer une source de revenus permanente. À ce stade, c'est vraiment juste un problème mathématique. D'accord, ça va nous coûter des millions, voire des centaines de millions de dollars. Mais on force tout le processus jusqu'à ce point précis qui construit notre croissance cumulative dans l'entreprise. Et comprendre cela, c'est un peu comme l'une de ces grandes équations mathématiques griffonnées au dos d'une serviette qui ont tellement de valeur. Une fois qu'on le voit, on sait comment atteindre le milliard, puis 10 milliards. On se dit qu'il faut tant d'argent et d'essais pour obtenir des clients qui se fidélisent. Et c'est parfait. Investissons notre argent ici. C'est ça le marketing à ce niveau pour faire connaître vos produits. Passons à la vente. Comment encaisser? Le souci. Trop de profils de prospects et de produits pour un seul type de vendeur.
Ensuite, les commerciaux se spécialisent. Un recoupement existe. Ils vendent divers produits à différents prospects selon divers processus. Il faut segmenter par produit ou territoire. Très bien. Et donc, voilà à quoi cela ressemble. Spécialisation des ventes. On a déjà ciblé les meilleurs prospects pour convertir. C'est la priorité numéro 1, c'est fait. Certains prospects sont réservés à des closers spécifiques, seuls capables de conclure. Par exemple, entre vente directe et vente en gros, le processus diffère totalement. Les commerciaux qui vendent en gros sont complètement différents. Les prospects à qui vous vendez sont complètement différents. Ils réagissent à des messages totalement différents. En D2C, vous auriez une équipe pour les nano-influenceurs, une autre pour les méga-influenceurs et enfin la vente en gros. Tous ces profils sont des avatars très différents dans lesquels vous pourriez devoir vous développer. Leurs prospects, pipeline et processus différeront. Vous pourriez en obtenir si un nano-influenceur amène un grossiste. On se demande alors ce qui arrive. C'est pour cela que nous avons mis en place la catégorisation et la spécialisation des rôles. Ainsi, nous arrivons à ce point et nous pouvons capitaliser sur ce que nous avons mis en place afin d'obtenir encore plus. Nous pouvons mieux rentabiliser l'entonnoir. Et donc, cela signifie aussi par conséquent que vous allez avoir différents types de commerciaux et une rémunération et une formation différentes pour chacun de ces représentants. Désormais, la formation va s'inscrire dans un cadre d'évolution différent prévu pour vous et je tenais absolument à vous le mentionner. On fait ça pour prendre du recul, car vous vous spécialisez pour écourter la formation. Imaginez si quelqu'un arrive et qu'on lui dise « OK, on utilise 6 processus. Il y a 6 types de prospects pour 12 types de produits. Apprendre tous ces processus, ces produits et ces clients, ça prendrait une éternité. » Ciblez donc le secteur de la vente en gros, recrutez-les avec une formation dédiée, cette structure de rémunération et ces tâches précises sur ce canal. Il s'y passe alors tout simplement beaucoup plus de choses. Et ainsi, chacune de ces divisions commence à germer et à prendre son envol. J'ai mentionné les territoires qui apparaissent souvent, notamment pour un commerce physique ou la vente dans diverses régions américaines. Gérer territoire et prospect devient crucial pour des raisons culturelles. Par exemple, les gens du Sud ou du Nord répondent mieux à ceux de leur région. On associe alors les profils de clients aux vendeurs les plus performants auprès d'eux. Voici divers processus. Pour un produit pas cher, la vente se conclut en un seul appel, ou alors 2 appels avec un outil d'aide à la vente entre les deux. Troisièmement, après le premier contact, il faut échanger avec divers intervenants. Plus de 5 appels peuvent être nécessaires pour valider l'intégration de notre solution. Chaque appel constitue alors une étape distincte. Donc le thème ici, pour bien capitaliser, c'est que vous avez 2 types de prospects et de produits pour chaque type de commercial. Ainsi, les commerciaux se spécialisent par produits, prospects et processus orientés par territoire. Cela renforce la spécialisation dans toutes les fonctions, surtout les ventes, ouvrant de nouvelles perspectives pour accompagner de nombreux clients différents. Le service client permet d'obtenir des recommandations, de la fidélité, des avis et des ventes additionnelles. C'est pourquoi, à ce stade, le support commence à saturer face au volume des nouvelles offres. Le département craque sous l'afflux de clients variés. Pour franchir l'étape suivante, nous allons donc répartir le support entre des représentants du service client spécialisé. C'est comme les ventes, cela sert à gagner en efficacité et à accélérer la formation. Donc, encore une fois, c'est vraiment similaire aux ventes. On veut raccourcir la formation des nouveaux représentants du service client puisqu'ils n'ont pas à tout apprendre. Comme Alex le montrait, si vous avez les produits 1, 2 et 3, un agent n'a pas besoin de parler aux clients de niveau entreprise s'il ne gère que des produits à 5 000 $. L'idée est donc de proposer une formation différente pour les représentants spécifiques aux produits qu'ils gèrent. On veut donc pouvoir répartir notre support. En gros, le système oriente le type de client vers le représentant capable de le servir, n'est-ce pas? C'est donc comme le fait de taguer dans le CRM. C'est comme la segmentation client dont on a parlé ces 6 derniers segments. C'est comme guider les gens au téléphone ou par mail. Cela permet d'offrir une progression de carrière aux représentants gérant les clients premium. Avec divers niveaux de service, vous valorisez ainsi vos clients et vos représentants. Ils gèrent ses clients. En gros, pour les débutants gérant les petits comptes, vous pouvez dire « Écoutez, si vous cartonnez, on vous passera sur le produit numéro 2. » Vous gagnerez alors 15 000 $ de plus par an. Et si tu cartonnes ici, ensuite, on te mettra sur le segment entreprise. Tu peux quasiment doubler ce que tu gagnais le premier jour. Et ce qui est génial, c'est que
tu crées un système de rétention ici. Parce qu'avec tous les nouveaux produits classés par niveau et en organisant ce support, tu crées un système permettant de faire évoluer les agents de support, prolongeant ainsi la valeur de tes talents, ce qui est génial. Et donc, cela prolonge la valeur à vie de tes clients, prolonge la valeur à vie de tes talents. Réduis aussi le temps de réponse en dirigeant les clients vers les agents de support experts de ce produit. Donc, très souvent, ce qui se passe à ce stade, encore une fois, c'est que le support est lent. Sans efficacité, faute de formation et de redirection, c'est un peu comme quand tu essaies d'appeler quelqu'un au téléphone. S'il demande quel est le souci, tu dis que ta livraison n'est pas arrivée, ils répondent que c'est un autre service et de patienter. On te transfère alors à quelqu'un qui te redemande « Bonjour, quel est le problème? » Tu dis « Ma livraison n'est pas arrivée. » Ils répondent « Ce n'est pas notre service, on vous transfère vers le bon département. » Et tu te dis « Oh là là, quand tu atteins enfin la personne compétente, ça fait déjà 20 minutes que tu patientes. Personne ne veut ça. » C'est pour ça qu'il est si important de trier le support à ce stade. Et voici le dernier point. Assure-toi que les notes du système sont standardisées afin que différents agents puissent se relayer sans accroc. Donc, par exemple, si tu as quelqu'un qui utilise ton produit de premier niveau et qui veut acheter un produit inférieur ou est transféré pour une vente croisée, là, il y a des notes dans ton CRM pour se référer à ce qui s'est déjà passé. Ils n'ont pas à poser 2 fois la même question. Les clients n'ont pas à se répéter parce que c'est la chose la plus fréquente qui arrive dans les grandes entreprises comme celle-ci. C'est que le client se répète encore et encore si tu n'as pas une centralisation des notes concernant ce client spécifique. Donc, il suffit d'ajouter cela. Côté technologie, l'idée est de penser aux divers moyens par lesquels un client peut communiquer avec toi. À ce stade, tu as sûrement plusieurs moyens pour qu'un client te contacte, par email, sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Tous ces différents canaux sont alors utilisés selon les préférences de chaque client. Il s'agit donc le plus souvent d'intégration technologique pour l'acheminement selon les règles et le canal de communication choisi. Alex ne veut pas que j'en parle, mais le thème de cette section Capitalize, c'est que vous avez des divisions de produits. Sous ces divisions, l'électronique, la maison et les snacks gourmands ont chacun leur propre marketing, leur propre vente et leur propre service client. Et donc, à ce stade, vous pourriez avoir un service client qui est segmenté par chaque division elle-même. Vous avez 3 équipes de service client ici réparties selon la technologie. Chaque entité vise uniquement le profit, créant ainsi des microstructures au sein de votre propre entreprise. Côté service client, notre support pour les nouvelles offres sature face au volume d'appels. Nous redirigeons donc l'assistance vers des agents spécialisés. Ici, vous êtes comme une union de plusieurs entreprises. Vous avez des répartitions de revenus et parfois elles sont distinctes. Les entités que vous possédez, acquises ou non, ont été intégrées dans un groupe plus large. Pour rappel, Acquisition.com compte plus de 1000 employés dans notre portefeuille. Je me sens donc capable d'aborder les difficultés et les défis pour aller au-delà. Sans feuille de route personnalisée pour la montée en puissance, cliquez simplement sur le bouton sous cette vidéo pour un aperçu général. À ce niveau, cela vous sera utile. Toutefois, il vous faut peut-être des solutions plus individualisées. Si c'est le cas, je vous invite à nos ateliers de scaling à Vegas, siège d'Acquisition.com. Ainsi, mon équipe de portefeuille pourra travailler avec la vôtre ou directement avec vous pour vous aider à adapter votre feuille de route spécifique à votre position actuelle dans votre secteur pour votre entreprise. Et les entreprises qui ont le plus de ressources en tirent davantage profit que les autres, parce que c'est aussi ce que nous faisons. Et donc, si vous le souhaitez, pour se développer grâce à Monsieur UN, ou alors faites un pari majeur. C'est une décision stratégique clé que nous avons souvent prise pour notre portefeuille. Je vous aiderai volontiers en toute transparence. Cela nous permet aussi de rencontrer des entreprises d'excellence pour d'éventuels partenariats ou acquisitions. Selon vos objectifs, nous pouvons vous aider à atteindre le niveau de croissance ou d'impact que vous recherchez. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien autour de cette vidéo. À ce niveau, vous saurez certainement comment procéder. Cliquez et remplissez les critères. Sinon, j'aimerais vraiment vous voir ici. Passons à l'informatique, soit comment vous collectez, stocker, analyser et afficher l'information. À ce stade, l'infrastructure actuelle est obsolète et doit évoluer. Le volume l'a rendu caduque. Les services réclament désormais des solutions dédiées. Alors voilà le truc. Précédemment, nous avons parlé du besoin de plus de spécialisation technique. Cela a commencé à ce niveau-là. Vous devriez avoir un résultat développé comme sur la diapo précédente
En informatique, des équipes techniques existent aussi par division produit. C'est la division produit, n'est-ce pas? À ce stade, chaque grande fonction technologique a sa propre pile segmentée et entièrement développée. Ils ne peuvent plus fonctionner sans leurs propres équipes autonomes. Cela implique-t-il qu'une personne régule l'ensemble de toutes ces équipes? Non, cela peut exister et on en parlera plus tard. En même temps, à ce stade, vous devez probablement envisager un nouveau logiciel d'entreprise. Vous utilisez sûrement encore le même CRM qu'avant. C'est pourquoi il nous faut 50 personnes, même avec beaucoup moins de clients. Arrivé à ce stade, vous devriez envisager sérieusement une solution comme un ERP. Vous pourriez débuter par un CRM pour ensuite passer à une véritable solution complète et personnalisée de type ERP, comme un NetSuite ou un Zoho ou quelque chose qui offre une personnalisation plus robuste, afin de pouvoir réellement répondre à tous les besoins spécifiques de chaque département et de chaque produit. Parce qu'à ce stade, vous remarquez même que jusque dans le détail, le CRM que vous avez n'a même pas les bons accès pour gérer les produits et les propriétaires associés à chacun. Donc, vous vous retrouvez à partager des identifiants de connexion et ce genre de choses. C'est parce que vous n'avez pas le bon système. Le bon système possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour s'adapter à une entreprise de cette taille. Chaque fonction nécessite donc son propre responsable. Exactement. Nouveau responsable marketing, vente et service client, c'est ça. Et ensuite, il faut une hiérarchisation des priorités pour ce système afin d'éviter qu'il soit submergé par des tâches secondaires. Et c'est pour ça qu'on doit s'assurer d'avoir des demandes, qu'on ait des SLA établis. Et je vais intervenir. Le fait est que, très souvent, les équipes et les contributeurs individuels à ce niveau ont presque, en particulier la fonction IT, un rôle de service interne. C'est presque comme un prestataire qui existe dans l'entreprise pour servir les autres fonctions de l'entreprise. Ils soutiennent la création de valeur. Souvent, quand on donne carte blanche pour demander de l'aide, beaucoup de contributeurs ne réalisent pas le coût de leur demande face à leur impact. Ces personnes deviennent une aide gratuite et se retrouvent submergées de choses inutiles. Il faut donc dire clairement, voici les seules choses sur lesquelles elles travaillent. Voici l'ordre de priorité convenu pour la gestion des demandes selon leur importance. Les départements sont souvent inefficaces car ils perdent leur temps sur des tâches futiles. Et donc, il faut avoir différents niveaux de talent IT pour organiser l'infrastructure et s'assurer qu'elle continue de fonctionner. À ce stade, vous remarquerez probablement que vous devrez embaucher des développeurs en interne. Vu votre technologie et ce logiciel ERP, il sera logique d'engager vos propres développeurs en interne à terme. Cela commencera probablement par le marketing ou les ventes, puis s'étendra selon vos besoins. Côté informatique, notre pile technologique obsolète doit être mise à jour car nos départements ont besoin de solutions spécialisées. Nous devons donc actualiser notre pile technologique et passer à un logiciel de niveau supérieur, ce qui nous amène au recrutement. C'est ainsi que vous trouvez et recrutez des gens pour votre entreprise. Donc, à ce niveau, la contrainte est que les meilleurs talents ne répondent ni à vos recruteurs, ni à personne d'autre que vous. D'accord. Et donc, pour passer ce niveau, c'est vraiment amusant, c'est que le fondateur va directement attirer les talents. Donc, ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'à ce stade, vous êtes l'aimant à talent. Votre équipe requiert des profils hautement spécialisés, rares sur le marché. Peu d'entreprises opèrent à ce niveau et vous devez leur disputer ces talents pour les attirer chez vous. Et donc, à ce stade, vous allez devoir réaliser que vous êtes le chasseur de tête. Vous êtes le chef des chasseurs de tête. En tant que chef du recrutement, c'est vous qui agissez comme le vendeur principal pour promouvoir les talents, la croissance et la vision de l'entreprise. C'était quelque chose que je ne peux pas, que je ne saurais trop souligner. Vous ne pouvez pas externaliser cela à un recruteur. Personne ne peut le faire pour vous. Personne ne répondra autant à quelqu'un d'autre qu'au fondateur et PDG d'une grande entreprise en pleine croissance. En frappant à leur porte, ils ne vous connaissent pas forcément, mais votre nom leur parle. Ils ont entendu parler de vous ou vu vos publicités. Ils se disent alors, je vais ouvrir la porte juste pour voir. Et c'est votre rôle de PDG ou de fondateur, vous les amenez à ouvrir cette porte. Ensuite, au début, quand vous avez une petite entreprise, vous vendez à la fois aux clients et aux coéquipiers. Et maintenant, vous vendez des talents de haut niveau sur la vision de l'entreprise et vous leur vendez la vision de votre entreprise, en étant si grande qu'elle peut intégrer leur propre vision de carrière en son sein. Et c'est vraiment pour cela qu'il est si important à ce stade que ce soit vous qui les fassiez entrer. Ensuite, il faut savoir que ces personnes sont très autonomes, elles n'ont pas besoin de ce travail et elles vont avoir beaucoup plus de questions. Car la plupart de ceux qui atteignent ce niveau et ont ce talent y ont consacré leur vie. Ce n'est pas juste « Oh, je change de travail ».
Ce n'est pas comme prendre un autre boulot classique. C'est plutôt « je change toute ma vie, je m'oriente vers une nouvelle mission. Je monte à bord d'une nouvelle fusée et donc, si vous le voyez comme ça, vous comprendrez pourquoi. Vous pourriez avoir d'innombrables conversations avec ces personnes sur plusieurs mois, voire des années. Je suis actuellement en discussion avec plusieurs personnes qu'il faut des mois à convaincre de quitter leurs opportunités actuelles pour nous rejoindre. Voyez cela plutôt comme une cour, un peu comme un rendez-vous amoureux. Il faut sortir ensemble avant de se marier. Et il y a des exemples vraiment intéressants à ce sujet. Si vous regardez Steve Jobs, il parle constamment du fait qu'il faut 12 à 18 mois pour recruter les meilleurs éléments de la concurrence. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qu'il cite encore et encore. Il faut 1 an ou plus pour recruter de quoi booster votre entreprise. Un autre exemple, si vous avez déjà vu Mark Zuckerberg, il raconte qu'il a dû inviter Sheryl Sandberg à dîner pendant 1 an. Ils allaient dîner ensemble. Je crois que c'était à peu près toutes les 2 semaines ou presque. Tu te souviens? Il a fallu beaucoup d'efforts pour la convaincre de venir chez Facebook. C'est ça, ce fut l'une de ses meilleures décisions. Le succès de Facebook repose également sur sa capacité à réunir la bonne équipe pour y parvenir au bon moment. J'ajoute juste un point rapide. Vous vous dites sûrement, attends, vais-je devenir le principal recruteur? Non, vous visez des cibles à haute valeur. En gros, vous allez quand même avoir une équipe de recruteurs à ce stade. Je veux juste être clair là-dessus. Parce que j'ai demandé, je parlais à un de nos amis communs, avec une boîte de cette taille, il m'a dit, précise bien que je ne recrute pas en première ligne. Je sais, donc tu ne le fais toujours pas. Tu recrutes des managers de première ligne, des directeurs ou même des leaders. En fait, tu cherches des faiseurs de pluie, des gens qui arrivent avec un carnet d'adresses rempli pour t'ouvrir de nouveaux marchés de distribution ou de nouvelles zones géographiques. Des gens qui ont déjà les contacts et connaissent tous les acteurs clés ou des équipes entières qui vont simplement les suivre. Voilà de qui il s'agit. Pour en revenir au tweet que j'ai publié, donc j'avais ce tweet qui disait que ça concerne les très grandes entreprises, mais passé un seuil, personne ne bosse pour toi. Ce talent ne travaille pas pour toi. Il travaille juste avec toi. Ils rejoignent ton équipe et vous collaborez, car à ce niveau, ils ont des centaines d'autres options qui les supplient de venir. Ils reçoivent des messages de recruteurs tous les jours. C'est donc à toi, le fondateur, de te démarquer des nombreux chasseurs de tête qui inondent leur boîte mail. Tu ne leur rends pas service en leur proposant une carrière, car c'est eux qui te rendent service en construisant ton entreprise. En fait, ce sont comme des armes. Ils se connaissent, ont un parcours impressionnant et ont encore faim. Et je pense, plus précisément, que ce n'est pas la personne qui se dit en fin de carrière « j'ai réussi ». Certains sont vraiment animés par une mission et leur vie entière est vouée à la guerre. Ils veulent donc s'assurer que tu égalies leur niveau d'intensité, d'intelligence et de détermination. Je dirais que beaucoup de fondateurs prendraient le temps de conclure, tu sais, un contrat de 10 millions, 15 millions, 20 millions de dollars, alors que recruter quelqu'un de ce calibre pour construire un département ou une division produit ou peu importe ce que ce serait dans votre entreprise pourrait générer 10 fois plus de valeur pour votre société. Et donc, cela vaut absolument la peine d'y consacrer du temps. Voilà ce qu'est le recrutement. Vos meilleurs talents ne répondent plus aux recruteurs aujourd'hui. Vous devenez donc le directeur du recrutement, ce qui nous amène aux ressources humaines, les RH. Cela réduit le risque que des employés ou des régulateurs nous attaquent. À ce stade, le taux de rotation augmente et on ne sait pas qui nous devons faire évoluer. Pour passer à la suite, nous devons mettre en place une planification stratégique des effectifs. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière simple de décrire la conception organisationnelle. Voyons donc ce qu'est la conception organisationnelle ou la planification stratégique des effectifs. Il s'agit d'examiner notre objectif en tant qu'entreprise, puis de déterminer qui il nous faut pour réaliser ce que nous voulons accomplir. Le quoi définit notre direction et nos objectifs d'entreprise. Puis, on identifie de qui nous avons besoin. Combien de personnes? À quelle vitesse en avons-nous besoin? Qui devra-t-on déplacer? Qui perdra-t-on d'ici là selon notre rotation? Comment les remplacer? Et qui pouvons-nous promouvoir? Qui peut évoluer? Où prévoir des remplaçants en cas de départ? Et où faudra-t-il une hyper-spécialisation à l'avenir? C'est essentiellement comme lorsque vous faites des projections pour vos finances. Vous faites des projections pour votre effectif. D'accord, c'est en fait quelque chose que je fais actuellement, c'est-à-dire élaborer un plan de main-d'œuvre sur 12 à 18 mois. Il s'agit de prédire qui va partir, qui va être promu, quel poste nous allons devoir pourvoir. Actuellement, nous avons 315 personnes, mais dans 18 mois, il en faudra 500 pour nos objectifs. Comment trouver ces 500 personnes et où les intégrer dans l'organigramme? Leila fait quelque chose de génial. Quand elle crée ses schémas d'organisation pour anticiper l'avenir, elle utilise des codes couleurs simples.
Par exemple, le vert désigne un employé interne que nous allons promouvoir. Le jaune, c'est quelqu'un qui est là, mais qui est faible. Le rouge indique un poste manquant. Ici, une équipe est rattachée à une personne compétente qui ne devrait pas diriger autant de monde. D'où le rouge ici. Il faut donc combler ce poste. J'adore quand elle le fait, car c'est une carte très simple où l'on voit tout de suite. OK, on a plein de rouges, on a des verts de ce côté et beaucoup de jaunes par ici. Il faut donc en former certaines. Combien peut-on former plutôt que recruter? Tu gères les ressources, n'est-ce pas? En tant que président du conseil. En tant qu'investisseur, voici mes actifs. Voici les ressources. Comment les redéployer et combiner pour un meilleur rendement? Et le truc, c'est qu'à ce stade, tu ne sais pas vraiment comment tout le monde performe. Tu vas devoir créer un processus que tes managers pourront utiliser pour évaluer les employés de leurs équipes. Sont-ils rouges, jaunes ou verts? Ensuite, utilise ça pour savoir quel type de ressources apporter selon leur retour. Voici une autre chose intéressante que tu peux enseigner à ton équipe, un outil de gestion de projet que tu as probablement déjà vu. Ça s'appelle la matrice RACI, responsable, autorité, consulté, informé. J'ai donc repris ce concept et j'aime l'utiliser en fait pour ma façon de concevoir l'organisation. Le responsable, c'est la personne qui effectue réellement la tâche. L'autorité est la personne responsable de l'accomplissement de la tâche, ce qui est généralement le manager direct de cette personne. C signifie consulter, qui sont les personnes non impliquées que l'on consulte pour leur expertise et leur avis sur le sujet. Par exemple, je ne m'occupe pas du recrutement et je ne suis pas le manager direct, mais on me sollicite pour mon expertise. C'est entendu. Informer désigne ceux qui reçoivent l'information sur le résultat de la tâche, comme l'équipe de direction, le PDG ou le directeur financier. Et donc, lorsque je fais la planification des effectifs au sein de chaque équipe, j'aime qu'ils élaborent une matrice RACI spécifiquement pour leur équipe. Parce que lorsqu'ils essaient d'identifier les manques, il est vraiment facile de voir où se trouvent les lacunes. Si vous mettez en place une matrice et que vous voyez, c'est étrange, nous avons toutes ces personnes, mais cette seule personne est responsable pour toutes ces tâches. Ou bien, nous avons toute cette équipe de direction, mais un seul des dirigeants est en réalité responsable de toutes ces choses. Les autres ne font qu'être consultés ou informés. Donc, ils sont sous-utilisés, n'est-ce pas? Cette personne a trop de subordonnés. C'est idéal pour voir comment les ressources sont déployées au sein d'une équipe. Essayez donc avec vos équipes. Inutile de le faire avec toute l'entreprise, mais cela peut aider. Faites utiliser ce cadre à vos équipes pour qu'elles vous le transmettent. Utilisez-le pour comprendre l'organisation et planifier sa structure. Côté RH, si le turnover grimpe et que vous peinez à gérer les évolutions ou les recrutements pour vos objectifs, il vous faut une planification stratégique des effectifs, la conception organisationnelle. Ce qui nous amène au dernier point, à savoir la finance. La finance gère votre argent. Ici, vos finances limitent les emprunts ou levées de fonds pour de gros investissements en R&D ou acquisition. Rappelez-vous, avec notre vache à lait, il faut parier, acheter ou construire. Pour devenir une étoile montante, à ce stade, il faut parfois des capitaux extérieurs pour accélérer le processus. Et donc, pour passer à l'étape suivante, je suggère de se préparer à la vente. Pour être clair, je ne dis pas que vous allez vendre votre entreprise. Ce n'est pas mon propos. Vous voulez préparer votre entreprise à être vendable. Il ne s'agit pas de dire on veut réduire nos marges ou autre. C'est simplement comment tout organiser pour redoubler d'efforts et capitaliser sur cette opportunité. C'est là qu'il faudra peut-être analyser la qualité des bénéfices. L'une des meilleures astuces consiste à obtenir un audit de banquier d'investissement en leur demandant de relever tous les défauts de votre entreprise. Comme ils visent une commission sur une vente future, ils vous offriront gratuitement d'excellents conseils en pointant chaque faiblesse du point de vue d'un investisseur. Et tout aussi important, du point de vue d'un prêteur. Et je dirais que la clé ici, c'est que tu regardes ton entreprise comme un produit destiné au marché. Et donc, tu essaies vraiment de comprendre comment puis-je rendre ce produit plus attrayant à l'achat. Pas seulement parce que tu veux qu'il soit acheté, mais parce que cela en fait un produit plus précieux à posséder. Et donc, j'aime bien cette petite analogie. Si tu as déjà possédé une maison et que tu l'as vendue, tu passes par ce processus. Ou, à la fin, avant la vente, tout à coup, tu répares tout, tu nettoies la façade, tu huiles les charnières, tu vois. Et là, tu regardes la maison et tu te dis, elle n'est pas si mal, peut-être que je vais la garder. C'est ça que tu veux faire avec ta boîte, car en tant que proprio, tu peux la garder.
Oui, c'est drôle, parce que l'autre soir, on dînait avec l'un des PDG de notre portefeuille et il a en fait dit, je ne dis pas ça parce qu'ils sont intéressés à vendre une partie de l'entreprise à une autre personne. Ils sont beaucoup sollicités par différents investisseurs. Oui, ils ont beaucoup d'investisseurs intéressés. Et alors qu'on passe par ce processus de, entre guillemets, préparation à la vente, le propriétaire nous a dit, je ne sais pas. Je continue à regarder. Si on règle ces points et qu'on met tout en place, pourquoi voudrais-je vendre l'entreprise? C'est la conclusion de beaucoup. Même en préparant la vente, cela ne veut pas dire que tu dois absolument céder l'entreprise. Alors, tu parles aux banquiers pour des conseils gratuits, tu fais le tri parmi ceux qui ne contribuent plus et tu fais auditer par des tiers pour t'assurer que rien n'est oublié. Tu te souviens de nos audits internes? Eh bien, à ce stade, parfois c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui est un peu une partie neutre, qui vérifie tout le travail de ton équipe interne. J'avais un ami qui avait une entreprise il y a des années et il a effectivement suivi ce processus. Il a découvert qu'un membre de son équipe avait volé plus de 20 millions de dollars pendant des années. C'était il y a très longtemps, il me racontait cette histoire. J'étais là, waouh, et il disait qu'il faut un regard extérieur, passer un certain point. C'est ça. Pensez aussi à revoir votre statut juridique. Une LLC ou S-Corp n'est pas toujours l'idéal pour un rachat minoritaire ou une recapitalisation par dividende. Consultez vos juristes pour faire le point. Selon l'entreprise, les gros investissements se couvrent. Ray Dalio raconte une histoire dans son livre où il allait chez McDonald's. En gros, quand on achète en grande quantité pour vendre des produits, il y a des ingrédients clés comme le bœuf ou par exemple les grains de café chez Starbucks, n'est-ce pas? Par exemple, une variation de quelques centimes par unité impactera fortement la rentabilité de votre entreprise. En gros, des produits financiers permettent de couvrir ce risque. Donc c'est comme, d'accord, si je parie que le prix du soja augmente, alors s'il augmente, je serai payé, ce qui compensera la perte que j'aurai subie du fait que mon coût des marchandises a augmenté. À l'inverse, si le prix du soja baisse, mes coûts baissent aussi. Je ferai plus de profit, mais je perdrai le pari. Cela permet donc de limiter les risques et de lisser les bénéfices. Ceci concerne de grosses entreprises, mais voici quelques points clés si vous avez des obligations ou des achats importants pour votre croissance. L'important ici, c'est que si vous ne souhaitez pas procéder à une vente, mais que vous voulez tout de même disposer de plus de capital pour potentiellement réaliser une acquisition. Ou acheter une équipe pour la détacher d'un groupe, ou me lancer dans le marketing en décrochant 2 gros contrats de sponsoring. Mais ça pourrait me coûter 20 millions de dollars par an pour obtenir ces énormes contrats. D'accord. Si c'est le cas, alors parfois avoir des relations d'endettement peut vraiment être utile, n'est-ce pas? C'est donc là qu'interviennent des prêteurs, parfois des banques, mais souvent des prêteurs privés. Il s'agit d'institutions et c'est tout ce qui les intéresse vraiment, le risque. Ils ignorent votre potentiel. Seuls vos revenus constants comptent afin de rembourser le capital et les intérêts. En faisant tout cela, nous vous permettons d'accéder à un nouveau bassin de capitaux afin que vous puissiez prendre le grand pari pour acquérir l'étoile montante et l'intégrer dans l'entreprise. C'est pourquoi il faut se professionnaliser au maximum pour pouvoir pleinement saisir la prochaine grande opportunité. Financièrement, vous manquez de solidité pour emprunter et investir en R&D ou en fusions-acquisitions. Vous simulez alors une vente pour préparer la société, obtenir un audit de qualité et des conseils gratuits. Vous examinez ainsi votre structure du capital, l'actionnariat et le statut juridique de l'entité. Vous pourriez devoir mettre en place des couvertures pour équilibrer les risques, le flux de trésorerie futur selon vos paris. Vous pourrez alors vendre une part ou intégrer un partenaire stratégique comme un investisseur disant « j'achète 10% de l'entreprise ». Et en échange, je vous offre aussi mon réseau de distribution dans 10 000 magasins physiques, n'est-ce pas? Ce serait un acheteur stratégique qui pourrait à la fois vous apporter des liquidités, réduire votre risque et vous aider à développer l'entreprise. Et donc, à ce stade, la capitalisation était le thème de cette étape. Il s'agissait de prendre les paris nécessaires pour croître. Par exemple, nous avons dû miser sur l'humain et anticiper nos besoins futurs. De gros paris sur le produit, de gros paris sur la marque en termes de marketing. Quels sont les investissements majeurs? Comment passer de 500 à 1000? Parce que ce sera la prochaine étape. Le problème majeur ici est que vous atteignez un plateau sans qu'aucune croissance réelle ne se produise ou pas assez rapidement dans votre gamme principale. Pour franchir l'étape suivante, il faut donc prendre un pari vraiment important. Généralement, à ce stade, cela fait déjà plusieurs années que vous êtes là. En quelque sorte, il faut à nouveau tout bouleverser pour passer au niveau supérieur.
Comment multiplier par 10 à partir d'ici? C'est la question à laquelle vous vous préparez à ce stade. Vue d'ensemble, nous avons atteint ce niveau. Maintenant, au-dessus de cela, vous en auriez de 500 à 1000. On ne se sent pas vraiment à l'aise d'en parler parce qu'on n'y est pas encore. Nous franchissons ce seuil actuellement avec acquisition.com via notre portefeuille. J'ai validé ce cadre avec des amis à ce niveau ou au-dessus pour en confirmer la pertinence. Ce triangle pourrait être bien plus grand car on peut avoir une infinité d'employés. Prenez Amazon et son million de salariés. Mais pour mon audience, souvent des entrepreneurs autofinancés, c'est déjà une réussite incroyable. Avoir atteint ce niveau. C'est une chance sur 1 milliard de réussir. Et si tu te dis, mec, je suis tombé sur cette vidéo par hasard. Je ne sais même plus comment je suis arrivé ici. Il me faudrait un plan personnalisé adapté à mon entreprise. Nous pouvons vous proposer une feuille de route personnalisée vers les 100 millions, situant votre niveau et les éléments à examiner par département. Et en quelque sorte, les points spécifiques à surveiller à ce stade. Et nous faisons cela de 3 manières distinctes. D'abord, voici l'actualité immédiate et vos points de vigilance. Aujourd'hui, revoyez aussi le passé pour valider vos acquis, car votre progression peut varier selon les sujets. Donc, si vous êtes en retard, plus vous attendez, plus cela devient risqué. En grandissant, ce point risque de rompre et de nuire gravement à l'entreprise ou de vous faire perdre 6 mois de travail. D'un autre côté, une fois que ces points sont réglés, il est important d'avoir une vision claire de ce que sera le prochain niveau, pour ne pas vous mettre dans une situation compliquée aujourd'hui à cause d'un changement que vous devrez faire demain. Alors, pour éviter tout ça, Léla et moi avons simplement essayé de compiler les leçons apprises. On ne peut pas vous apprendre à gagner 100 millions de dollars en 12 heures, mais on fait de notre mieux pour condenser tout ça pour vous. Voici donc un aperçu global de vos missions dans l'entreprise. Pour obtenir votre plan personnalisé, cliquez ci-dessous et entrez simplement vos informations. Nos équipes vous l'enverront directement. J'espère que cela vous a plu. On organise aussi des ateliers en présentiel à notre siège de Vegas. Donc, si vous vous dites « J'aimerais vraiment une aide concrète d'experts opérationnels qui font ça tous les jours », à ce stade, je dois réinventer ma publicité, mais 10 étapes détaillées seraient nécessaires hors de ce cadre. Contactez-nous. Nous serions ravis de vous accueillir ici. C'est réservé aux propriétaires d'entreprises éligibles. Nous ouvrons 1 ou 2 dates par mois. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez y aller. Trouvez l'info sur le site. Dans tous les cas, je vous remercie et on se retrouve très bientôt sur Internet.